Je reprends ça. Et donc j'invite Philippe Lemercier à me rejoindre pour nous parler de l'auditeur et du réseau. Ouais, écoutez, ça tombe bien puisqu'on a parlé de réfractaires et effectivement, je viens du ministère de la Défense, enfin maintenant des Armées. Donc il y avait quelquefois on a des gens réfractaires au terme armé et qu'en plus je disais que j'avais des grandes oreilles puisque je venais de la direction du renseignement militaire. C'était encore plus négatif. Bon, et en fait c'est exactement le problème que j'ai eu puisque moi je suis de la promo Boris Vian. Et donc 2013-2014 de mémoire. Et effectivement, je suis à la direction du renseignement militaire. Je lance une étude sur les raisons scientifiquement éprouvées du passage à l'acte violent, qui va donner ses premiers résultats le 6 janvier 2015, donc la veille des premiers attentats, et de se clôturer le vendredi 13 novembre 2015 avec une planification d'un an à l'avance, donc étude Casimir, lancée par le ministère des Armées pour les services de renseignement, avec un certain nombre de services de renseignement qui étaient présents, puis d'autres, dont un notamment, qui ne l'était pas. Et ça a été une des raisons majeures pour laquelle je ne m'autorisais pas à communiquer, parce que ça aurait pu être très très polémique. Donc je lance cette étude, et nous on arrive les scientifiques montrent que le passage à l'acte violent, c'est pas parce que il y a une emblème liée à une religion ou quelque chose comme ça, c'est simplement il y a un tas de mécanismes multifactoriels, etc., qui permettent de comprendre. Et à l'époque, vous avez entendu, vous vous souvenez, le Premier ministre qui dit comment vouloir comprendre, c'est excuser. Et là, tollé général des chercheurs qui disent on n'est pas du tout d'accord. Et puis Alliance Athéna, le lancement des réflexions. Donc les résultats que nous avions au sein des services de renseignement étaient effectivement comme proches de ceux des scientifiques, mais tout à fait à l'inverse de la position gouvernementale et même des responsables de certains services de renseignement. Très, très clairement, j'ai quitté dans la foulée le service de renseignement en question parce que j'étais vraiment en opposition totale avec ce qu'il y avait avec la politique. Donc il fallait que je sensibilise sur un sujet qui était sensible, qui n'était pas classifié, mais qui était potentiellement polémique. Ouais, vas-y. Donc, je me suis dit comment faire. Donc, moi, j'avais pas, même si je suis ancien auditeur régional de l'IHEDN et auditeur national de l'INSJ, à l'époque, l'INSJ, c'était un préfet, c'était très compliqué de parler. Autant maintenant la magistrate qui est à l'INSJ, elle est très très ouverte et elle est tout à fait acquise à ce genre de réflexion, qu'à l'époque je pouvais même pas activer les réseaux INSJ. Donc, effectivement, IHEST, et dans la promo Boris Vian, Michel Beck, donc qui était administrateur au Sénat et secrétaire, je dirais, de l'OPESC, puisqu'il était avec Monsieur Sido, qui était à l'époque, qui était vice-président, je crois, et Monsieur Ledéo était président. Et Monsieur Ledéo, j'avais eu l'occasion de le croiser plusieurs fois dans les coursives de l'IHEST. Donc, je demande un rendez-vous à huis clos, puisqu'il n'était pas question d'en parler en séance plénière de l'OPESC, ce qui met à peu près un mois et demi à se faire. Bon, j'avais préparé ça avec Michel Vivorca, que j'avais croisé déjà dans un autre cadre, et Alain Juillet, ce qui me fait rentrer assez facilement avec l'aide de Michel Beck. Donc, 19 janvier 2016, on est reçu. À l'issue en 2 heures de temps, j'essaie de les convaincre qu'il faut absolument lancer une étude à l'OPESC sur le renseignement et les enjeux scientifiques liés au renseignement. Et là, on me dit, écoutez, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais le problème, c'est qu'en face, il y a une délégation parlementaire au renseignement. Et là, et effectivement, c'était pas facile, mais l'alter ego de Michel Beck
j'arrivais jamais à dire son nom, s'il s'appelle Zdij ou un truc comme ça, il y a un nom imprononçable, me dit, écoutez, pas de souci, avec Monsieur Le Déo, il y a dans 2 jours une audition publique de l'OPESC. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire venir? Et là, je propose de faire venir la Viviane Seigneur, qui était une chercheuse indépendante qui avait coordonné ce projet pour le ministère de la Défense. Et elle accepte de venir. Et le 21, on se retrouve en plénière de l'OPESC. Et puis, là, avec un discours quand même un peu préparé. Et puis, elle témoigne qu'effectivement, il y a des résultats très intéressants. Et moi, je confirme qu'effectivement, j'atteste que les services de renseignement ont un intérêt là-dessus, même si je ne pouvais pas aller trop loin. Et dans la foulée, Alain Fuchs, qui était là, me dit, venez, il faut qu'on se revoie, et prenez rendez-vous. Et je prends rendez-vous, et puis effectivement, là je prends rendez-vous, et je serai aussi au mois d'avril avec Hélène Beauvais, qui est auditrice et qui était au cabinet, et puis Sandra Logier, qui n'est pas auditrice, mais qui est au conseil scientifique, je crois, de l'IHEST. Donc sans l'IHEST, pas de Michel Beck, et pas d'accès à tous ces gens-là. Et donc au bilan, c'est pas tellement à moi de dire quel est le bilan, parce que là aussi c'est multifactoriel. Je pense que je constate que depuis quelques mois, on a une véritable ouverture on parle plus le plan sur la radicalisation ne fait plus de référence à une religion quelconque, et on voit bien qu'il y a des mécanismes de radicalisation qui sont indépendants de la cause qui est invoquée. Donc depuis 2015-2016, il y a des choses qui ont évolué. Je pense que nous avons apporté avec les scientifiques notre petite pierre à l'édifice. Ça contribue, je pense, modestement, même si on a eu des actions à haut niveau. Mais je pense que ça quand même, les résultats. Je suis tombé un jour, dans le cadre de l'IHEDN d'ailleurs, il y avait Nicolas Hénin, qui est auditeur de l'IHEDN national, qui fait une conférence. Il a été otage, il travaille là-dessus, dans une association qui s'appelle Action Résilience. Et puis je fais un petit témoignage sur l'étude Casimir. Tu peux mettre le juste dernier, parce qu'en fait il y a la petite image sur Casimir, même Google connaissait Casimir. et en fait, qu'est-ce que je voulais dire, mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, Nicolas Hénin. Je lui parle de l'étude Casimir, et puis d'un seul coup, il y a un général qui était juste à côté, qui à la fin me dit, mais c'est vous l'étude Casimir? Je dis oui, pourquoi? C'était le patron de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il me dit, parce que l'étude Casimir, je la connais. Je dis, mais comment vous la connaissez? C'est le général Gomard qui me l'a donnée. Or, le général Gomard, quand il m'avait écarté, puisque à l'époque, il m'avait dit les yeux dans les yeux, Monsieur de Mercier, ce que vous faites vous êtes un électron libre, et ce que vous faites ne sert à rien. Et 2 ans après, j'apprends que le rapport, il l'avait diffusé, parce que là, il avait un intérêt, lui, à faire de la pub sur ce rapport. Donc voilà, c'était mon témoignage. Des questions? Donc moi, c'est le réseau. Je dis, le réseau, faut peut-être pas aller dans les excès où beaucoup de gens vont faire l'IHEDN pour le réseau. Je pense que on ne fait pas l'IHEST pour le réseau, mais le réseau est un spillover qu'il ne faut pas négliger et qui peut être utile. Mais ça ne doit pas être la motivation. Et c'est pas la motivation, je pense. Vis-à-vis de la société, justement, l'OPEX a un rôle. Et comment là, il y avait visiblement une synergie, je pense, mais souvent on dit, puisqu'il y a des élus qui sont organisés dans un office, donc c'est quand même eux déjà qui ont un rôle visible normalement, d'interface avec la société. Donc, est-ce qu'eux-mêmes, ils voient comment leur rôle dans cette action-là? La réponse est très simple, c'est que l'OPESC n'a aucun pouvoir
Historiquement, d'ailleurs, il avait été créé pour mettre un peu de l'huile dans les rouages sur le débat sur le nucléaire. Et suite à ça, je vous donnerai une autre confidence. Il y a à peu près 2 ans, suite à mes réflexions sur le renseignement et les sciences, j'ai fait un papier d'initiative que j'ai envoyé à Alain Juillet, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai une très grande confiance. Bon, c'est un ancien service de renseignement, mais un grand serviteur de l'État, qui était aussi au conseil scientifique de l'IHEST. Et je lui ai dit, voilà, il faudrait monter un service d'anticipation sociétale, 80-90% de chercheurs, pour anticiper les grandes ruptures sociétales. Si c'était aujourd'hui, je parlerais de l'avenir de l'emploi, qui pour moi est extraordinairement important. Je lui dis, voilà, ce serait bien de monter un service comme ça. Il faudrait rattacher au Sénat, je pense, parce que le Sénat est la seule chambre qui est vraiment dans le long terme. Et je dis, parce que dans tous les cas, il faut sortir ça du ministère de la Défense, des services de renseignement, parce que le ministère de la Défense, il a trahi son idéal, puisqu'il n'a pas défendu en 2015, comme le ministère de l'Intérieur, je dirais la société française. Je dis parce que c'est simplement la réalité. Et j'ai applaudi quand on a transformé le ministère de la Défense en ministère des Armées, parce qu'il n'y a plus de vol d'étiquettes. Et puis, quand j'ai appris que le président envisageait de transformer le CESE en chambre des futurs, et qu'il a, dans les discours aux vœux du mois de début janvier, où il dit il faut que le CESE, on change un petit peu le mode de fonctionnement, et qu'il y a un lien très fort avec les scientifiques. Alors là, là aussi, je sais que j'ai fait partie des gens qui ont pensé la même chose que les gens qui ont décidé. Donc j'ai tendance à dire, j'ai peut-être apporté ma pierre à l'édifice, mais je pense que l'avenir du CESE pourrait être quelque chose de magnifique. Et donc voilà, l'OPESC, c'est purement consultatif. Donc derrière, on écrit, on fait des beaux rapports, mais... Michel. Oui, Philippe, puisque j'ai eu la question, l'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Oui, tout à fait. C'est un groupe de parlementaires bicaméral, oui, ça doit être ça, Assemblée nationale et Sénat, qui fait effectivement des beaux rapports, ou qui font faire par leurs attachés de bons rapports qui sont en fait des sommes, des vraies sommes sur des sujets plutôt technologiques que scientifiques. Mais par contre, ce que je voulais surtout dire, c'est que je me suis aperçu la semaine dernière que l'OPEX commençait à faire des fiches de 3-4 pages sur des sujets. Il y en a 3 qui sont sortis la semaine dernière. L'une sur les objets connectés, l'une sur... alors après, je ne sais plus. Enfin, il y en a 3 qui sont sortis, et c'est des fiches qui font 5 pages, alors que les rapports font 200, 300, 400 pages. Ils sont parfois en 2 ou 3 tomes. Et ça peut, à mon avis, participer à la diffusion de la culture scientifique. Alors, oui, effectivement, l'OPESC est membre fondateur de l'IHEST, fait partie des fondateurs de l'IHEST. Alors, comme Michel et moi, on a une même origine armement, je pense que l'OPESC et les parlementaires sentent le vent du boulet. Ceci dit, je reste convaincu que renforcer l'OPESC dans des pouvoirs là-dessus serait une erreur, parce qu'ils sont rattachés à une chambre dont la représentativité est territoriale, et je pense que la Chambre des futurs sera thématique. Donc on aura peut-être... Oui, tout à fait. Mais elles sont toutes les deux sur une base territoriale. Et donc les élus ont une représentativité territoriale. Ils sont spécialistes de rien. Il y a très peu de scientifiques. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait beaucoup plus de scientifiques quelque part. Et le quelque part, pour moi, c'est le CESE. Mais bon, les paroles n'engagent que celui qui les dit, et donc je ne parle absolument pas au nom de l'organisme auquel j'appartiens. Je reviens sur ta notion de réseau. Donc tu as mobilisé un certain nombre d'auditeurs parce que tu les connaissais. Et quelle réflexion on pourrait avoir sur une manière plus générale, parce que pareil, moi je connais que les auditeurs de ma promotion, pour être très clair. Comment pourrait-on faire pour, sur les 500, toucher un peu tout le monde selon un sujet? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des références, ce genre de choses par thème? Il faut venir aux assemblées générales, parce qu'on distribue l'annuaire qui a été fait l'an dernier par l'association et l'IHEST. Et c'est vrai que peut-être qu'on pourrait améliorer l'annuaire en donnant peut-être des thématiques, mais donnant des thématiques de mobilisation, peut-être, j'en sais rien.
Moi, j'ai une petite réponse à apporter, puisque à l'association, en dehors de cette réflexion autour de notre engagement, un autre de nos gros chantiers, c'est effectivement de refaire le site, la liste de diffusion et de mettre en place une newsletter, justement, qui pourrait aussi diffuser des projets, des idées, des appels à soutien ou à projet, voilà, qui serait un outil pour animer le réseau, effectivement, et plus se connaître entre les promos. La Gazette. Exactement. Je voulais pas le dire, mais bon, voilà, c'est ça. Enfin, je me permets juste de dire que, en fait, ce serait plus efficace d'avoir un réseau social des auditeurs, parce qu'une gazette, ça demande un temps fou. Ok. Merci.